Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Tout d'abord, les titres. Au Gabon, remise officielle du rapport pays sur le dividende démographique. Il s'agit de la croissance économique partielle liée à l'évolution de la pyramide des âges d'une population. Le Gabon devrait en bénéficier à partir de 2050. Nous irons au Togo où la question des réformes constitutionnelles divise toujours le gouvernement et le Parlement. À la veille de l'ouverture d'une session extraordinaire du Parlement, les autorités ont rappelé que le texte n'était pas à l'ordre du jour. Et vous verrez JO Paris 2024, le résultat est désormais officiel. Les Jeux Olympiques de 2024 seront bien organisés par Paris. Los Angeles accueillera pour sa part les JO de 2028. Voilà pour le fil conducteur de cette session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et nous commençons par la page Gabon avec le projet dont je vous rappelais en titre, remise officielle du rapport pays sur le dividende démographique. Le ministre de l'économie, de la prospective et de la programmation du développement durable a reçu officiellement ce mercredi le rapport pays sur le profil du dividende démographique du Gabon à Libreville. La production de ce rapport a vu la participation du Fonds des Nations Unies pour la population. En témoigne ce compte rendu de Chimène Sandra Senghone et Fred Ndongo. Le rapport pays sur le profil du dividende démographique et le contenu du rapport remis officiellement à Régis Simongo, ministre de l'économie ce mardi à Libreville. Le dividende démographique peut être défini comme l'avantage économique tiré d'une proportion relativement importante de personnes en âge de travailler au sein de la population. Le Gabon, qui est une population relativement jeune, pourrait en tirer profit. Le rapport sur le profil démographique du Gabon explique comment le Gabon peut capturer le dividende démographique en s'appuyant sur 4 mécanismes. L'augmentation de la main-d'œuvre, l'augmentation de l'épargne grâce à un taux de dépendance bas, l'augmentation de la demande intérieure par l'accroissement du PIB par habitant et le développement du capital humain qui nécessite des investissements spécifiques. La croissance économique peut être accélérée si elle est assistée de plusieurs outils, parmi lesquels la promotion de la bonne gouvernance. La croissance économique s'accélère si elle est accompagnée par des politiques publiques vertueuses visant la promotion de l'épargne, l'investissement, le capital humain, la création de l'emploi, l'amélioration de la santé, l'éducation et surtout la promotion de la bonne gouvernance. Si le point de départ du dividende démographique est la baisse de fécondité, selon le ministre de l'économie, pour le Gabon qui a une démographie relativement faible, il ne sera pas question d'adhérer à une politique de réduction du taux de natalité. Il faut savoir que le dividende démographique correspond à la croissance économique potentielle liée à l'évolution de la pyramide des âges d'une population, principalement lorsque la proportion de la population active, celle de 15 à 64 ans, est supérieure à celle des personnes n'étant pas ou plus en âge de travailler. En marge de cette remise officielle du rapport pays sur le dividende démographique au ministre de l'économie, Régis Simongo, ce mercredi, nos équipes se sont intéressées à l'accès dans le temps de cette croissance économique potentielle par le Gabon. Chimène Sandra Senghone et Fred Ndongo. Plusieurs pays africains, dont le Gabon, ont pris la résolution d'accélérer leur croissance économique à travers le mécanisme du dividende démographique. Il s'agit d'une accélération de la croissance économique par l'augmentation de la population active. En d'autres termes, il faut non seulement baisser le nombre d'enfants par femme, le taux de mortalité et de morbidité doivent aussi baisser de telle sorte que les personnes à charge soient un meilleur investissement. Nous voulons capter le dividende démographique parce que c'est un outil qui permet d'optimiser la définition des politiques qui attaquent les problèmes notamment de la jeunesse, mais également qui permettent de fixer les bons niveaux d'investissement, donc qui permettent de régler les questions en matière d'éducation, en matière de santé et en matière de création d'emplois. Pour atteindre ces dividendes démographiques, il faut une transition démographique. C'est une période qui peut être plus ou moins longue. Entre 1960 et 2013, le Gabon est passé de 400 000 habitants environ à 1 800 000. Même si le pays a une population active jeune, celle-ci reste cependant faible.
Selon la projection faite à l'occasion de cette cérémonie, c'est autour des années 2050 que le pays commencera à récolter les fruits du dividende démographique. Le Premier ministre Emmanuel Issou Zengonde a accordé une interview aux représentants de médias internationaux. Il revient notamment sur les récentes arrestations de membres de la Galaxie Jumping. Suivez un extrait de cet entretien. Le Gabon, comme de nombreux pays de la sous-région et même dans le continent, font face à des menaces diverses. Et face à ces menaces, il y a lieu de prendre toutes les précautions, d'être vigilant en toutes circonstances. Le gouvernement s'y attelle, prend un certain nombre de mesures à cet effet-là. Parallèlement au gouvernement, il y a d'autres institutions qui inscrivent leur action dans la lutte ou dans la prévention de ces menaces-là. L'appareil judiciaire fait partie de ces institutions. Et vous savez qu'au Gabon, comme dans d'autres pays, il y a le principe de la séparation des pouvoirs entre la justice et l'exécutif. Le procureur de la République a fait cette déclaration que vous me partagez. Il a dit qu'il y a eu des preuves suffisamment convaincantes qui ont été retenues contre M. Oyougou. Il faut laisser la justice faire son travail. Et bien sûr, sur le plan politique, nous ne pouvons ne pas être attentifs à l'évolution de la situation et prendre toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre ces menaces, contre ces fléaux. Et vous suivrez l'intégralité de cet entretien au cours de nos prochains programmes. Pour l'instant, nous poursuivons avec l'actualité, mais toujours au Gabon, plusieurs heures après l'incendie ravageur qui a envoyé plusieurs familles à la Belle Étoile du quartier Oloumi, dans le 4e arrondissement de Libreville. Le constat est accablant. De nombreuses habitations de fortune détruites. Les sinistrés ont, pour la majorité, rien pu récupérer sur place. Le maire du 4e arrondissement de Libreville est allé faire le constat des dégâts et s'enquérir de la situation. Kenny Ongori nous en dit plus. Ils ont dormi à la Belle Étoile après un gigantesque incendie qui a ravagé leurs habitations. Des habitations de fortune, des bistrots construits sur pilotis dans un terrain marécageux. Les dégâts sont importants, de nombreuses familles n'ont rien pu récupérer. La situation aurait pu être pire, comme nous le témoigne cette sinistrée. C'était tellement gigantesque qu'on a maintenant dit que chacun cherche au moins à sauver quelque chose d'important. Moi, j'ai pu sauver mes pièces importantes et l'enfant. Je suis revenue encore dedans pour dire que je soulève au moins les habits de l'enfant. C'est là où mon petit se réveille. Il m'appelle, il crie, Diane. Je dis que mais donc depuis là, je compte, tu es dedans. Il me dit, oui, il y a quoi? Je dis, Didier, le feu. Mon petit, en se levant, le feu avait attaqué au chevet de son lit. Mais Dieu merci, il s'est vite levé et sorti. Dès les premières heures de la journée, la première autorité municipale de l'arrondissement a fait le tour pour constater l'ampleur des dégâts. Pour le moment, l'origine de l'incendie reste à déterminer par les autorités compétentes, judiciaires. Donc une enquête est en train d'être menée par la police, le commissariat, et nous attendons le rapport officiel. Pour le moment, il faut savoir ils sont combien de sinistrés. C'est surtout ces locataires, ces compatriotes vulnérables qui habitent ici. Il faut évaluer famille par famille et une fois que l'évaluation sera faite, nous constituons un dossier que nous transférons au ministère de l'Intérieur. L'urgence aujourd'hui d'un plan d'assainissement des zones non aedificantes s'impose afin de ne plus faire face à de telles catastrophes. J'en viens à l'avant-projet de loi sur les réformes devant le Parlement et nous sommes là au Togo. Nouvel épisode dans le feuilleton sur l'avant-projet de loi sur les réformes constitutionnelles proposées par le gouvernement. À la veille de l'ouverture d'une session extraordinaire du Parlement, les autorités ont rappelé que le texte n'était pas à l'ordre du jour, mais finalement, les députés devraient bien se pencher sur le texte prochainement. Gabriel Ratanga nous en dit plus. Finalement, l'avant-projet de loi sur les réformes sera bien sur la table du Parlement togolais ce mercredi. Le président et le bureau de l'Assemblée, ainsi que les présidents des groupes parlementaires et de commissions, se réunissent pour inscrire le texte à l'ordre du jour. Mais son trajet sera encore long avant d'être soumis au vote des députés, puisqu'il devra passer auparavant en commission. Quoi qu'il en soit, les présidents, dont certains élus de l'opposition, pourront enfin prendre connaissance de son contenu précis. Pour le moment, ce qui est proposé, c'est un certain nombre de réformes concernant la durée du mandat présidentiel
et parlementaires et leurs limitations. Réforme aussi du mode de scrutin présidentiel actuellement à un seul tour. L'inconnu de l'équation est donc dans quel sens va le texte. Aussi, ce pré-examen obtenu par l'opposition au terme d'une suspension de séance est une petite victoire. Une opposition togolaise qui a priori demande des réformes bien plus poussées que celles contenues dans ce projet de loi, mais qui cherchait à en connaître le contenu exact. Direction la Côte d'Ivoire, après une enquête diligentée par l'ONG Mighty Earth, au cœur d'une enquête de terrain, montre qu'une partie du chocolat consommé dans le monde proviendrait, dis-je bien, de forêts et de parcs protégés en Côte d'Ivoire. L'ONG affirme avoir mis à jour une longue chaîne d'exploitation illégale du cacao dans les zones forestières où toute plantation est interdite. Plusieurs grandes firmes sont mis en cause dans ce marché noir. Retrouvons Kenny Ongori. Le rapport de l'Organisation de défense de l'environnement Mighty Earth sur une enquête de terrain montre qu'une importante partie du chocolat consommé dans le monde proviendrait des zones protégées en Côte d'Ivoire. L'ONG a affirmé avoir mis à jour une longue chaîne d'exploitation illégale de cacao dans des zones forestières où toute plantation est interdite. Par ailleurs, cette vente illégale concerne de nombreux grands industriels du secteur cacao-chocolat. Selon l'ONG, la majorité de chocolat de marque vendu sur le marché mondial serait sans doute issue de cette chaîne de vente illégale. Mighty Earth appelle cela le côté obscur du chocolat. L'ONG met à jour une chaîne de complicité dans le secteur cacao ivoirien, partant des zones boisées protégées, parfois à 90% colonisées par des exploitations illégales. Les fèves y sont achetées par des pisteurs qui les revendent à des coopératives. La marchandise est ensuite acheminée vers San Pedro et Abidjan, où elle est vendue à des géants de l'agroalimentaire comme Olam, Cargill et Barry Callebaut. Ces négociants internationaux fournissent ce cacao illégal aux grands noms du chocolat, Ferrero, Lindt, Mars, Nestlé ou encore Cadbury. Ces derniers contrôlent à eux seuls près de la moitié du commerce mondial de cacao. Le chocolat est une affaire juteuse. En 2015, son marché à l'échelle mondiale s'élevait à 100 milliards de dollars. La consommation mondiale de chocolat et de produits dérivés de cacao représente environ 3 millions de tonnes par an. Et la demande croît chaque année de 2 à 5% dans le monde. D'après l'ONG, les autorités ivoiriennes sont parfois complices ou inefficaces. En tout cas, pour l'organisation, il est impossible que les industriels ne soient pas au courant de ce marché noir qui affecte un pan important de l'économie ivoirienne. Cap sur la Libye, surveillance accrue des côtes, menace de recours à la force ou forte pression des habitants. À Sabrata, principale plateforme en Libye de l'immigration clandestine vers l'Europe, les taux se resserrent autour des passeurs dont certains ont dû mettre fin à leur trafic. Marina Boissa. L'immigration clandestine en Libye est en régression. Cette diminution est due au renforcement de la surveillance des côtes par les marines libyennes et italiennes et à des fortes pressions locales. À Sabrata, principale plateforme en Libye de l'immigration clandestine vers l'Europe, les taux se resserrent autour des passeurs et certains ont dû mettre fin à leur trafic. Nous avons dit aux passeurs, soit vous gérez ou vous débarrassez de ces migrants, ou nous allons vous affronter par la force. C'est un message fort. Et il a atteint les passeurs. Ça les a atteints de manière positive. Avec la chute du nombre de migrants, le résultat s'est rapidement fait sentir de l'autre rive de la Méditerranée. Le nombre des arrivées sur les côtes italiennes distantes de 300 km a ainsi spectaculairement baissé avec 6500 arrivées depuis mi-juillet, soit à peine 15% du nombre enregistré sur cette période entre 2014 et 2016. Direction l'Allemagne pour le début de vos actualités hors du continent, alors que l'ouverture du nouvel aéroport de Berlin ne cesse d'être reportée à cause de problèmes techniques et de soupçons de corruption. Le sort de l'aéroport, l'ancien aéroport de Tegel pourrait être remis en question par l'issue d'un référendum d'initiative populaire qui souhaite empêcher sa fermeture. PJ au pass et Gabriel Ratanga. 5 ans de retard, 6 milliards d'euros dépensés, mais Berlin n'a toujours pas son aéroport moderne. Du coup, les partisans de l'actuel aérodrome censé fermer donnent la voix à l'occasion des élections allemandes. Le 24 septembre, jour des législatives allemandes, les Berlinois vont aussi participer à un référendum local d'initiative populaire. Une question en forme de défi à la chancelière Angela Merkel qui refuse que les deux sites puissent fonctionner en parallèle. On n'a pas équipé tout Berlin-Nord de murs anti-bruit, de vitres anti-bruit, de protection, etc. Parce que Tegel va fermer. Donc
il y a quand même 300 000 personnes qui se disent « Ok, il y a du bruit, mais un jour ça va fermer ». Et on leur dit « Ben non, ça ne ferme pas ». Légalement, la fin de service de Tegel doit coïncider avec l'ouverture de son successeur, l'aéroport d'Iber. Problème du fait de négligence, de l'incompétence, voire de la corruption des entrepreneurs et des autorités, grosse interrogation. L'inauguration du nouvel aéroport prévu juin 2012 n'a jamais eu lieu et aucune date n'est fixée à ce jour. Un revirement de situation qui fait grincer les dents des habitants qui espéraient ne plus subir le bruit assourdissant des avions. Lors d'un tour organisé par l'armée pour montrer aux journalistes que la vie reprend son cours dans la métropole septentrionale, les forces russes ont affirmé leur volonté de reconstruire Alep, la deuxième ville de Syrie la plus peuplée. Le récit de Loïs Obian, rendu par Yvli Arvel. Après 4 années de guerre entre régime et rebelles, Ramzan Kadyrov, l'homme fort de Tchétchénie, une république du Caucase russe, a fait une offre qui ne pouvait être refusée. Rénover la mosquée d'Alep, joyau architectural centenaire ravagé. Un fonds nommé après son père, Akhmat Kadyrov, a transféré 14 millions de dollars pour financer la restauration de la mosquée. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la vieille ville d'Alep qui abrite la mosquée était l'une des lignes de front les plus violentes durant les combats entre 2012 et 2016. Bon, c'est parti. Nous avons organisé des actions humanitaires et distribué de la nourriture, de l'eau et des services médicaux. Ces 3 derniers mois, il y a eu de nombreuses actions humanitaires. Nous avons distribué 300 tonnes de nourriture. 300 tonnes продовольствия местному населению. La Syrie peut compter sur l'aide de ses alliés, Moscou et Téhéran, pour l'aider à sa reconstruction. Elle a signé un mémorandum avec l'Iran qui va fournir 5 unités de production de gaz pour générer l'électricité et rétablir le courant à Alep. La Russie a annoncé le prochain envoi de près de 4000 tonnes de matériaux et d'équipements de reconstruction. Cette livraison, y compris 2000 tonnes de conduites d'eau métallique et des centaines de kilomètres de câbles haute tension, est en train d'être acheminée vers un port du sud de la Russie, en route pour la Syrie. Et puis sport JO, et c'est en bref et en images, le Comité international olympique, CIO, a officialisé ce mercredi à Lima l'attribution des Jeux olympiques 2024 à Paris et de l'édition suivante en 2028 à Los Angeles, au terme d'un vote à main levée à l'unanimité validant l'accord trouvé entre les deux villes. Paris, battu pour 1992, 2008, 2012, n'avait plus accueilli les JO depuis 1924, alors que Los Angeles a organisé les Jeux en 1984. Le rappel des titres à présent. Au Gabon, remise officielle du rapport pays sur le dividende démographique. Il s'agit de la croissance économique partielle liée à l'évolution de la pyramide des âges d'une population. Le Gabon devrait en bénéficier à partir de 2050. Nous étions au Togo où la question des réformes constitutionnelles divise toujours le gouvernement et le Parlement. À la veille de l'ouverture d'une session extraordinaire du Parlement, les autorités ont rappelé que le texte n'était pas à l'ordre du jour. Et vous l'avez vu à l'instant, JO Paris 2024, le résultat est désormais officiel. Les Jeux Olympiques de 2024 seront bien organisés par Paris. Los Angeles accueillera pour sa part les Jeux de 2028. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.